bonsoir à tous. Me revoilà, pour ceux qui ne regarderaient pas forcément les tirages. Je suis là, bien présente, et quelques petits jours de retard, mais bon, rien de grave. C'est juste que je me reposais, hein. Je vais pas me présenter dans un état qui n'est pas intéressant. Donc, vous constatez que c'est enfin fait. Même si, bon, le blanc, là, c'est moyen. Donc je réfléchis encore, mais on verra. Et puis voilà. Alors du coup, là, on va faire sur la perversion narcissique. Je trouve que le syndrome de Peter Pan, bon, il n'y a pas grand matière à travailler dessus. Et puis, pour la prochaine fois, j'aimerais bien faire sur un archétype, l'oiseau tonnerre. J'aime beaucoup cet archétype-là, donc je me dis c'est le moment, je sais pas, ça vient comme ça. Puis il y aura encore la comparaison Paul et Jésus. Le dossier des sectes, qui est peut-être mieux à faire avant. Donc voilà. Voilà ce qui va arriver. Et puis pour ceux qui suivent l'hypnose, eh bien, je suis en train de faire les génériques, donc ça prend le temps, mais ça arrive aussi. J'essaye de pas être trop en retard pour pas que ça s'accumule. Donc voilà. Et trouver un rythme aussi. Bon allez, on y va. Alors, on va parler d'un sujet qui a été fait et refait autour de la perversion narcissique. Moi, je vais vous donner mon vécu, ma façon de voir les choses, avec aussi ce que j'ai appris en psychologie clinique. Et puis voilà. Alors, après, vous faites votre propre avis. Alors, la perversion narcissique. Alors, dans perversion narcissique, il y a perversion et narcissisme. Alors, le narcissisme, on pense tout de suite à Narcisse, qui a l'être qui se regarde. Alors, c'est chez les Grecs qu'il y a cette histoire, cette légende de Narcisse qui tombe amoureux de sa propre image dans une flaque d'eau et qui n'arrive pas à s'en défaire, et du coup, il oublie l'amour qu'il a pour une jeune fille et tout. Bon. Donc, c'est une manière d'expliquer. Donc les personnes qui sont égocentrées, on dit, qui sont tournées vers elles-mêmes, qui manquent un petit peu d'empathie envers autrui parce que elles font les choses plutôt pour leur propre intérêt. Donc il y a un trait de personnalité narcissique, c'est les personnes qui ont besoin d'être admirées et qui manquent d'empathie. Donc ça, c'est un trait de personnalité, c'est dans le DSM, c'est dans les classifications en psychologie, et ça a rien à voir avec la perversion narcissique. Dans perversion narcissique, il y a la perversion, c'est le déni partiel de la réalité. Donc là, ça se rajoute à la personnalité narcissique. Et donc, ça peut s'associer dans les classifications à sociopathie ou psychopathie. Alors, sociopathie, c'est la même chose que psychopathie, sauf que la sociopathie, c'est quelque chose qui est venu chez quelqu'un qui pouvait être capable d'empathie à la naissance, mais qui a vécu des choses qui ont fait qu'il est devenu psychopathe, en fait. Donc un sociopathe, c'est quelqu'un qui a été changé par le vécu. Le psychopathe, il y a l'idée de l'inné. Voilà. Alors, donc moi, je relie énormément psychopathie, perversion narcissique, parce que finalement, la perversion narcissique, ce serait une forme de psychopathie. Alors souvent, dans psychopathe, on voit le gars qui est tueur et tout, mais non. Là, il y a des études qui ont été faites, et en fait, dans les métiers où il y a une propension à la psychopathie, c'est les métiers où en fait il y a du pouvoir. Donc c'est les gens qui sont PDG, ceux qui font de la politique, les chirurgiens. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Il y a les fonctionnaires. Il y a c'est des métiers où on n'a pas forcément besoin d'être en lien avec autrui, et on est mis en avant, en fait. Et il y avait... je sais plus, mais bon. Et donc, les métiers où c'est moins le cas, il y a par exemple thérapeute, enseignant, les aides-soignants, les médecins... Bon, chirurgien, médecin, c'est pas éloigné, mais c'est vrai que le chirurgien, il a plus d'ascendant, c'est vrai. Et puis, il est moins auprès du patient, donc... Voilà. Donc, pourquoi pas. J'ai vu ça, je me suis dit, bon, on va en parler, mais c'est des études, est-ce que ça vaut quelque chose, je ne sais pas, mais bon, ça semble logique. Voilà.
Donc, par ailleurs, il y aurait différents types, hein, il y aurait des sous-catégories de perversion narcissique. Là, on va rester sur vraiment les traits principaux. Après, bon, bah, forcément, on est tous différents, donc il y a des choses qui vont être plus... c'est comme tout type de maladie, en fait, hein, que ce soit en schizophrénie, dans les psychoses, névroses ou autres, dans l'autisme. Oui, on est tous différents, donc on va développer les choses chacun à sa manière, hein. Donc, bon, catégoriser pour catégoriser... ce qui est important, c'est de voir les traits principaux et puis de savoir les détecter, quoi. Même si on n'est jamais à l'abri, hein, comme vous allez le constater avec mon histoire, parce que c'est pas faute de ne pas savoir les détecter, voilà. Mais ben, des fois, c'est compliqué de faire autrement. Alors, donc oui, on va faire une petite définition. Je vais vous montrer les traits principaux. Je vous donnerai un exemple avec mon histoire, malheureusement. Je vous parlerai un peu aussi de... Alors, on peut en parler maintenant, mais... Et puis oui, il y a les hommes et les femmes, ouais, effectivement. Oui, parce que j'ai déjà commencé à parler de la psychopathie, du narcissisme et tout ça, donc on peut continuer. Moi, souvent, la perversion narcissique, je me dis, mais pourquoi on n'en parlait pas avant? Alors c'est vrai qu'on va dire, oui, mais c'était pas connu. Moi, j'ai tendance quand même souvent à relier la perversion narcissique au mode de fonctionnement de la société, au mode opératoire. Quand vous allez regarder les manipulations de masse, comment c'est fait, on n'est pas trop loin. D'ailleurs, ce sera un bon podcast à faire. Je vais le noter. Parce que j'ai voulu le faire tout à l'heure, mais je pense que c'est mieux de faire vraiment quelque chose de spécifique à ça. De voir la société comme une personne et de voir si on peut on peut lui faire son diagnostic, quoi. Je bois parce que j'enchaîne les vidéos, là, pour rattraper un peu le retard. Je profite que j'ai de l'énergie, surtout. Alors, souvent aussi, la perversion narcissique, on a toujours l'image d'un homme, mais en vrai, c'est une maladie, un trait de personnalité qui est aussi propre aux femmes. Et d'ailleurs, on aurait tendance à dire que la manipulation, c'est une force que la femme peut trouver plus facilement, alors qu'un homme, il aurait d'autres manières de pouvoir obtenir les choses par la force, quoi. Donc, mais c'est vrai que moi, de ce que j'observe, je connais autant de personnes qui ont vécu ça en tant qu'homme ou en tant que femme. Dans un couple, souvent, mais pas que, ça peut exister aussi dans des relations. Bah, vous allez voir, moi, c'est pas dans le couple, puisque j'arrive assez bien à les... Comment on dit à les repérer. Donc, j'ai pas... Enfin, voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir le lien avec la société, il y a un film qui s'appelle Mother. Il y a l'acteur espagnol assez connu, là, qui joue dans plein de films connus, et qui fait un très bon pervers narcissique. Et justement, dedans, il y a une comparaison avec la société qui est très très intéressante. J'ai pas beaucoup de films ou de livres à vous proposer par rapport à ce thème, mais de toute façon, il y a tellement de choses qui sont faites là-dessus que ça doit pas être trop compliqué. Mais voilà, du coup, ça, je me souviens, j'ai retenu. Ça m'avait marqué. Alors, le premier à parler de perversion narcissique, c'est Paul Rakami. Alors moi, je le connais bien parce que j'ai fait mon mémoire sur la schizophrénie. Hein, c'est le rôle des émotions chez la personne schizophrène. Enfin, c'est un de mes mémoires. Il y en a un, c'est sur la schizophrénie et l'autre sur la personnalité borderline. Et lui, justement, il a fait sur les deux. Donc bon. Et donc, il est surtout connu pour son livre sur la schizophrénie. Et pour lui, en fait, la perversion narcissique, c'est une manière de se protéger de la psychose. C'est une autre une autre structure psychique qui permet de se protéger, en fait, de certains troubles. Et donc en psychopathologie, hein, ça va faire partie des perversions. C'est une forme de la perversion. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un déni partiel de la réalité. Alors, c'est un peu comme par exemple une autre perversion, c'est par exemple le fétichisme, pour pas aller dans des trucs trop salaces. Donc le fétichisme, bien, comment expliquer?
y a qu'une partie de la réalité qu'on va déformer ou qu'on va renier. On va pas la voir comme ambivalente, on va la voir que sous un certain aspect. Donc c'est assez spécial, c'est assez spécifique. Alors, en définition, c'est une défense, la perversion narcissique, par rapport à l'ambivalence en soi, de l'objet en soi. Et donc, comme on n'accepte pas l'ambivalence, qu'on a un côté ombre et lumière, tout simplement, qu'on a de la qualité mais aussi des défauts, parce que c'est difficile de discerner les choses si on n'a pas des extrêmes, quoi. Et elles sont incapables d'accepter ça en elles, donc elles vont projeter ailleurs, dans l'autre, ce qui n'est pas bon. Donc, ce qui fait qu'elle va se survaloriser, puisque il n'y a que l'autre qui correspond à ce qui est négatif. Donc, c'est un déni partiel de la réalité, à la moitié, quoi. Et donc l'autre, c'est une projection de soi, et c'est pour ça qu'on n'est pas loin de la psychose, d'ailleurs, parce que c'est un mécanisme de la psychose aussi. Et voilà, c'est une personnalité qui est dépendante de l'autre. Elle a besoin de l'autre pour être mise en avant. Bon, un peu comme le narcissique, tu vois, ça c'est évident. Mais elle a besoin de l'autre aussi, et de le détruire pour se construire lui. Donc c'est très, très spécial. Alors, moi ce que j'ai rajouté, c'est dans un monde duel, l'autre est son inverse. Donc l'autre, c'est son faire-valoir. Voilà, en gros. Donc le mode opératoire, c'est pour ça qu'on... Bah oui, le psychopathe, il a un mode opératoire, que ce soit au travail, dans le harcèlement moral. D'ailleurs, la perversion narcissique, elle a été popularisée par rapport au harcèlement moral. Eh bien, il y a ces caractéristiques-là. On les retrouve en politique, on les retrouve au travail, on les retrouve, je sais pas, dans tout ce qui est métier artistique. D'ailleurs, vous allez voir, ça correspond au profil que j'ai. Et puis voilà, quoi. Donc, séduction. Donc cette personne-là, elle va chercher vraiment à mettre en avant toutes ses qualités et à masquer tous ses défauts. Bon, c'est un peu ce qui nous arrive quand on est dans une relation, mais là, c'est vraiment dans les extrêmes. Et ouais, voilà. Et puis elle va utiliser un petit peu plus peut-être la propension à la manipulation. C'est vraiment l'artifice, quoi. C'est le magicien, quoi, le prestidigitateur, voilà. Ensuite, il y a une espèce d'invasion sournoise, insidieuse, de sa présence dans votre réalité. Il va petit à petit amener l'assujettissement, donc c'est vous soumettre à lui, à être dans l'emprise, et il va petit à petit travailler à vous détruire. Parce que en fait, c'est une manière de s'auto-détruire soi, puisqu'il se projette dans l'autre, comme il n'accepte pas le négatif, il veut le détruire. Et comme c'est dans l'autre qui met son négatif à lui, voilà, donc il n'est pas capable de faire autrement. C'est comme la psychose, c'est quelque chose qu'on considère comme la schizophrénie irréversible. Voilà. On peut travailler, il y a certains schizophrènes et certaines personnes psychotiques, on le voit dans un film, c'est un homme d'exception, je crois, où il arrive à... Voilà, c'est le président... Comment ça s'appelle, le président... Oh bah dis donc, j'ai perdu mes connaissances, moi, il est temps que je m'y remette. Enfin, en tout cas, il y a des personnes qui arrivent à vivre avec leur... en travaillant avec des psychiatres, ils arrivent à différencier ce qui est de l'ordre de leur délire et ce qui est de l'ordre de la réalité, et donc ça empêche pas les symptômes d'être là, mais ils arrivent à les reconnaître et à faire en sorte que ça reste cadré. Voilà, c'est ça. Ils mettent un cadre et ça leur permet de pouvoir avoir une vie à peu près normale. Ça dépend du degré, bien évidemment. Voilà. C'est comme certaines personnes, elles vont vivre l'autisme de manière légère, et d'autres, ça va être compliqué. Voilà, donc là, je pense que j'ai dit tous les aspects. On va pouvoir aller dans les traits. Alors, en
psychologie, il y a 2 courants. Il y a la psychanalyse et il y a la théorie cognitivo-comportementaliste. La thérapie cognitivo-comportementaliste, c'est d'où vient toutes les thérapies brèves, etc. Donc, il y a 30 points, et il faut en avoir 14 sur 30. Alors moi, je me suis amusée à cocher ce qui correspondait au cas. Ben, il y en a plus que 14, hein. Il y en a pratiquement tous. 25, ouais, j'ai pas compté. Ah, 18. Ah, j'ai rien dit. Bon, en tout cas, il est dedans. Ils sont dedans, j'ai envie de dire. Donc, on y va. Alors si, quand même, par rapport à la psychopathie, puisque j'en ai parlé avant, j'ai une petite définition. On a comportement antisocial, malveillance, manque de morale, de remords aussi, pardon, manipulation, mensonge, pas de respect pour la loi, très gros problème avec la frustration, et tendance à la victimisation. Alors bien sûr, il faut que tout soit ensemble, je veux dire, problème de frustration, moi, je pourrais me mettre dedans, il n'y a pas de souci. Hein. Dans l'autisme, c'est quelque chose de très difficile. Donc attention, quoi, faut vraiment relier les choses entre elles et pas regarder qu'un seul aspect. Vraiment tout regarder, parce que souvent, les gens, ils ont tendance à dire « Ah bah lui, il est PN ». Non mais attendez, il n'y en a pas autant, hein, dans le monde. Hein. Puis après, c'est comme l'autisme, on peut trouver des traits autistiques partout. Oui, non mais c'est tout un ensemble, c'est pas aussi simple, quoi. C'est... Voilà. Et puis comme la société tend vers ça, forcément, bon, c'est des traits qu'on va retrouver facilement. Hein. Donc, attention. À faire preuve de discernement. Donc souvent, ils sont attirés par leurs antagonistes, hein, donc les empathes. Ça, ils vont se nourrir de cette empathie-là. Et puis, ou alors des gens comme eux. Et ça va faire des couples dépendants affectifs de malades qui vont se faire du mal, mais un truc de fou, un truc pervers au possible. Mais ça tient apparemment. Hein. Donc j'ai découvert ça récemment, qu'ils pouvaient être en couple, ces gens-là, et waouh, enfin en couple, ensemble, quoi, entre pervers. J'étais là, waouh, ça doit être chaud patate quand même. Mais bon. Voilà. Donc... J'imagine que beaucoup attendent ça, c'est les points. Donc les points. Alors, hop. On va faire ça. Hop. Alors, j'ai culpabilisation des autres par rapport à l'affect ou au devoir. Donc ça, c'est culpabiliser vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des devoirs au travail, envers la famille, envers, je sais pas, le couple, voilà, c'est ça. Ou les relations amicales, ou des choses comme ça. Une tendance à avoir besoin que l'autre soit omniscient, c'est-à-dire qu'il va toujours reprocher à l'autre de ne pas pouvoir être capable de tout faire par rapport à ce qu'il veut. Ça, c'est vrai que c'est assez spécial. Mais ouais, il y a un côté un peu contradictoire, quoi. Bah forcément, déni partiel de la réalité, à un moment donné, il y a une contradiction quelque part. Voilà, ça peut pas tenir comme truc. Donc il y a des contradictions, mais il les voit pas, puisqu'il les projette ailleurs, des contradictions. Alors, donc c'est ça que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que pour lui tout roule, hein. Tout va bien. Donc tendance à exploiter les sentiments pour satisfaire ses besoins. Alors ça, c'est vraiment le manque d'empathie. Hein. Donc ça, c'est le pire truc, je trouve. Voilà, donc exploiter les faiblesses des autres, finalement. Pour ses propres intérêts. Une propension à la critique et à dévaloriser, bon, ça, j'ai envie de dire, tout le monde est dedans, hein. Mais bon, peut-être à le faire plus facilement devant tout le monde, puis sans ménagement, quoi. Une tendance à être très jaloux et très envieux. Donc ça le fait plutôt dans l'intimité. Parce qu'en fait, ils sont pas du tout pareils quand ils sont
dans l'intimité avec quelqu'un, et quand ils sont... Alors, je parle pour les couples, hein. Après, ça peut être pareil dans d'autres modes de relation, vous allez voir. Hein. Et puis, quand ils sont avec les autres. Ah bah, ça n'a rien à voir. Hein. Ils sont tout mignons, tout roses, c'est les plus beaux du monde. Ah ouais. Alors après, quand ils montrent leur vrai visage... Ouah, c'est des gens qui ont tendance à flatter, à offrir des cadeaux et à rendre service. Parce qu'ils ont besoin d'être valorisés, ils ont besoin d'avoir une image très très belle d'eux-mêmes. Donc, parce que ça les conforte, hein, dans l'idée que si tout le monde pense qu'il est gentil et tout, bah l'autre il a tort. Il a tort, puisque il voit ses contradictions, il est le seul, et que lui, non, il est parfait, quoi. Il a tendance à se victimiser, il va jamais se remettre en cause, il va toujours mettre en cause l'autre. Voilà. Il est jamais responsable de rien, du coup. Bah ouais, hein. Comme ça c'est tranquille. Il va jamais, mais alors jamais, parler de ses sentiments, de son opinion et de ses besoins. Ça va toujours rester flou à ce niveau-là. Il va jamais se livrer comme ça. Ah, il garde tout à l'intérieur. De toute façon, c'est vide à l'intérieur. C'est un vase vide. C'est vraiment, mais vide de chez vide. S'il fait ça, c'est parce qu'il se protège d'une dépression, d'une psychose. Donc derrière, il y a... C'est dévasté, quoi. Comment dire... Je vois un vase brisé, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment... Donc c'est son moyen de tenir, en fait. Hein. Pour tenir, en fait, il a besoin de faire couler l'autre personne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc il va donner des réponses évasives, souvent. Il va rester toujours flou. C'est son moyen de manipuler, hein, de toute façon. Il va changer de sujet. Bah, pourquoi pas. Comme ça, hop, il joue vachement avec... c'est le côté prestidigitateur, c'est ça. Hein, il connaît très bien la psychologie humaine. Il observe beaucoup, puisque les psychopathes, c'est ça. Hein, ils font beaucoup par mimétisme. Mais un peu comme les autistes, finalement. D'ailleurs, on peut apprendre à différencier les deux, parce que des fois, ça peut se confondre. On apprend beaucoup par mimétisme, surtout dans tout ce qui est social, parce que c'est quelque chose qui vient pas naturellement. Par contre, l'autisme, malgré toutes les conneries qu'on raconte, la plupart des autistes sont capables d'empathie. C'est juste qu'elle se manifeste pas de la même manière. Donc des fois, elle est rétroactive, mais elle est là. Hein. Bon, surtout chez les hypersensibles, là, bon, c'est évident. Et puis pour les Asperger, peut-être que effectivement, c'est pas de la même manière, mais c'est là, quoi. Donc pour moi, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que dans la capacité à comprendre l'autre, il y a des petites ressemblances. Voilà. Donc éviter, ils ont tendance à éviter les réunions, les entretiens, enfin en tout cas tout ce qui pourrait les remettre en cause. Donc le pouvoir du groupe. Il fait passer ses messages de manière concrète, à travers des personnes, à travers des lettres. Enfin, c'est vraiment toujours assez grandiloquent. Ça me parle bien. Il invoque toujours la logique par rapport à l'emprise. Tout est toujours logique, évident. Hein. Bon, ça peut se retrouver aussi autrement. Hein. Mais bon. Oh, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Ah, c'est logique. Ouais, si tu veux. Mensonge pour cacher la vérité, bah ça c'est la manipulation, hein, donc omission aussi. Hein. Voilà. Refuse la critique et nie les évidences. Bah oui, hein, il va dire que c'est logique, mais les faits, ah bah non, là ça va pas. Donc sa logique, elle est personnelle, quoi, hein, en gros. Chantage, souvent du chantage affectif. De toute façon, il va utiliser la mauvaise image, il va souvent prendre des personnes empathiques parce que c'est le genre de personne, c'est un profil qui n'est pas valorisé dans la société. Donc du coup, c'est des personnes qui ont peu de confiance en elles, c'est des personnes très empathiques, donc qui vont vraiment donner beaucoup de leur énergie aux autres, et donc eux, ils vont... hein, parce qu'ils sont aussi de très bons vampires énergétiques, donc ils vont s'en nourrir, il n'y a pas de souci. Hein, et puis ils vont même... voilà, ils vont prendre ce déguisement-là. Donc, ils sont un peu aussi omnibulés par ce qu'ils ne connaissent pas. Et ils sont à la fois fascinés et en même temps, ça leur fait peur et ils s'en moquent parce que ils savent pas ce que c'est, en fait, l'empathie.
Donc, ils sont capables de créer des conflits pour manipuler leur public. Donc vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Ils vont être différents selon les gens. Ça, une propension à mentir, c'est déjà dit. Sentiment de supériorité, bon, ça semble évident. Égocentrisme. Des mots qui sont complètement différents des actes, ça c'est clair et net. Sauf qu'ils vont jouer sur le fait qu'il y a des choses qu'ils vont faire qu'avec une certaine personne. Donc, si la personne n'a pas la preuve visuelle, auditive ou autre, elle est foutue. C'est parole contre parole, quoi. Invoque l'urgence pour avoir un avantage. Alors ça... Renie les sentiments, les besoins et les droits d'autrui. Ah bah ça c'est tout le temps, hein, j'ai envie de dire, comme il passe sa vie à être hors de l'empathie, qui manipule et tout, oui, c'est la conséquence, quoi. Rejette les demandes, il va souvent donner des fausses excuses, il va dire qu'il s'en occupe, mais en fait il fait rien du tout, alors ça ouais. Malaise, désarroi, absence de liberté, c'est le sentiment qu'on va avoir vis-à-vis d'eux. On va se sentir souvent gêné et bizarre. Il fait en sorte qu'on arrive à avoir des actes non désirés. Parce qu'en fait, il nous met dans nos retranchements et puis ils sont manipulateurs. Et donc, il va objectiviser l'autre. Et il va tout faire... Voilà, il fait les choses au détriment des autres. Et il est souvent objet de discussion. Bon, ça c'est... si on veut... Bon, voilà. Ce sont les traits. Alors, maintenant, je vais pouvoir raconter un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Alors, on va faire un contexte. Alors, comment je connais déjà ce profil-là ? Bon, je vais pas dire précisément, mais je connais déjà les profils pervers, partiels. Donc ça, je connaissais. Profil narcissique, j'en ai connu, mais de manière extérieure. Et puis, j'ai eu affaire dans mon entourage à beaucoup de personnes empathiques, puisque je fais partie des hypersensibles. Et du coup, j'ai connu des personnes qui m'ont raconté leurs histoires de couple, parce que j'ai souvent été l'oreille à l'écoute de ces personnes-là, qui ont été en couple avec des personnes perverses, que ce soit un homme ou une femme. Et j'ai eu une copine assez proche pendant un moment qui vivait avec quelqu'un comme ça. Donc là, j'ai pu vraiment bien connaître ce profil-là. J'en ai parlé aussi avec certaines personnes au Canada, parce que c'était une personne qui était... qui avait écrit un livre dessus, et donc qui était spécialisée. Hein. Et puis bon, on apprend ça à la fac, voilà, la perversion, c'est un truc qu'on apprend. Et puis, c'est vrai que je m'y étais intéressée aussi, parce que... il y a vraiment cette comparaison avec la société, comment elle est, hein, qui peut être très intéressante à faire. Il y a vraiment, quand on voit les manipulations de masse, ouais, il y a des traits en commun. Donc, c'est pas étonnant que la société fasse naître ce genre de personnalité. Voilà. Voilà. Donc, on va finir par mon témoignage. Alors, c'est vrai que... Avant, j'avais remarqué que c'était des personnes, au niveau énergétique, elles dégagent que dalle. Mais rien. Donc j'arrive à facilement les détecter, parce que moi, généralement, quand je vois quelqu'un la première fois, tout de suite, je sais vers quel côté ça va tendre. Et si j'arrive pas à percevoir, c'est pas bon. Ça veut dire que la personne, généralement, c'est un PN, parce qu'en fait, ils sont vides à l'intérieur. Complètement. Donc voilà. Donc généralement, c'est le genre de personne où je les fais fuir en fait, hein, parce qu'ils me détestent, puisque je suis quelqu'un qui est très empathe, donc qui va les attirer, mais je ne me laisse pas faire. Mais pas du tout. J'ai une personnalité quand même assez forte, donc ça leur va pas. Ils ont aucune emprise sur moi. Et en plus, comme je représente quelqu'un, l'autisme, pendant longtemps, je n'ai pas su qui j'étais, donc... ils ne pouvaient pas mettre des mots sur mes actes, donc ça fait encore plus peur. Et donc je suis quelqu'un qui est très, qui peut surprendre, voilà.
qui est pas... on peut pas me mettre dans une case, donc ça les déstabilise forcément, c'est des personnes qui sont beaucoup dans le contrôle. Alors je prends un grand plaisir à ça, bien évidemment, même si, bon, c'est pas mon but dans la vie quand même. Hein. Mais bon, c'est mon moyen de défense par rapport à eux. De mettre de l'humour et de prendre de la hauteur. Ils détestent ça. L'arme contre eux, l'humour et la hauteur. Si vous prenez les choses par dérision et que vous lâchez prise et que vous voyez... Enfin... Ouais, mais alors là, mais ils vont pas aimer. Parce qu'en fait, leur but, c'est que vous soyez malheureux. S'ils voient que vous êtes heureux plus qu'eux... alors là... mais bon, c'est mieux pour nous quand même. Hein. donc voilà. J'en rigole, ça me donne l'impression de me sentir supérieure, mais c'est surtout pour essayer de pardonner au fur et à mesure, en fait. Parce que je crois que c'est la première fois dans ma vie où j'ai pu... comment dire... ressentir de la haine profonde envers quelqu'un. Mais j'en ai fait une force parce que ça m'a permis de comprendre mon autisme. Ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur moi, apprendre à me légitimiser et à trouver des ressources. Donc, je le remercie. Je le remercie. C'est la seule chose que je peux faire pour l'instant. Lui pardonner, non. Pas encore. Mais en tout cas, il m'a permis d'être plus forte. Et je sais pas si c'est son cas, malheureusement, mais bon. Alors, du coup, l'histoire, c'est que, bon, pour ceux qui suivent mes témoignages, ils vont connaître déjà, donc je vais pas tout m'étendre. Mais, donc voilà, pendant quelques années, j'étais au RSA. Là, actuellement, j'ai un statut de personne... Enfin, j'ai l'âge, donc je suis reconnue adulte handicapée avec l'autisme, mais je l'ai pas à vie, en fait. Hein. C'est le temps de quelques années, le temps de remettre ma santé à neuf et tout. Et parce qu'en vieillissant, avec l'autisme, on a des périodes... Enfin, il faut que je me restabilise vis-à-vis du manque de sérotonine, de mélatonine. Voilà, c'est des petites... comment dire ? C'est des déséquilibres qu'on a en vieillissant parce que comme on n'est pas reconnu forcément tout de suite en tant que tel, on a tendance à compenser et du coup on fait vieillir des parties de nous beaucoup plus vite. Au niveau hormonal surtout. Donc la sérotonine et la mélatonine, elles sont assez déficientes chez nous, donc ça peut créer ce genre de choses. Ce qui fait les burn-out, etc. Et les dépressions pour certains, puisque le manque de sérotonine, hein, ça peut amener à ça, puisque c'est ce qu'on retrouve dans les antidépresseurs, par exemple. Donc, bah voilà. Je me suis retrouvée dans des situations où mon statut social faisait que j'étais dans des appartements qui ne correspondaient pas à mes besoins. Ah, la musique s'arrête, alors je vais peut-être... Et du coup, petite pause, et vous voyez, ce n'est pas le même jour où j'enregistre la deuxième partie, parce qu'en fait, j'en ai fait... la suite, c'est enregistré, mais j'ai pas pu faire la fin. Voilà, donc je recommence. Et donc c'est bien, ça fait une pause dans ce récit qui est pas très cool à vivre. Donc peut-être que je vais résumer un peu mieux, parce que j'étais partie pour encore 25 minutes de plus et j'avais pas fini. Hein. Donc voilà. Alors, dans mon récit, je mets en contexte au début, puis après je vais aller vraiment dans les faits autour de ce que j'ai vécu. Donc il faut savoir qu'avant ça, j'étais dans un contexte social assez précaire, hein, j'étais au RSA, et parce qu'en fait j'avais fait un burn-out, et ce qui a impliqué que j'arrête des études, et ce qui a impliqué ensuite que je travaille très peu. Donc je savais pas encore mon diagnostic, tout ça, donc voilà. Bon, je répondais à mes besoins sans savoir vraiment pourquoi. Et bon. Donc 5 ans un petit peu dans le flou, et puis faire valoir mes besoins sans avoir trop de légitimité, quoi. Et donc au niveau des logements, c'est tombé en même temps que
crise, quoi, donc la crise immobilière. Donc ça a été un petit peu compliqué, je me suis retrouvée, alors je suis allée au Canada, ça s'est déclenché à ce moment-là, je me suis retrouvée avec un colocataire, qui a profité de mon absence pour me voler mes affaires, me les abîmer, et puis il a fracturé la porte de chez moi, donc ça a créé chez moi une espèce de... Avec le recul, je m'en suis pas aperçue tout de suite, mais une espèce de trauma finalement, parce que il y a déjà l'intrusion, la trahison, et puis le fait que des fois je voyais bien qu'il rentrait dans ma chambre sans me demander, il utilisait mes affaires. Donc voilà, ça c'est pas cool. Et je pense que il y a vraiment quelque chose autour de ça, du cadre, des limites, de la trahison, qui allait pas. Et puis du coup la propriétaire, elle a été hyper sympa, on était en colocation où s'il y en a un qui payait pas, l'autre il devait payer à sa place. Et pour éviter que ça m'arrive, elle m'a dit vous partez. Donc j'ai eu le temps de chercher un appartement quand même. Et à l'époque j'étais hyper naïve et je cherchais une maison avec plusieurs locataires, parce que je me disais tiens, les autres ils vivent ça, pourquoi pas moi, moi ça me plaît, j'aime bien, je suis sociable, j'aime ça quoi. Oui, mais c'était sans oublier ce que je venais de vivre, parce que j'ai vécu quand même, moi je pensais ça parce que j'ai vécu quand même 6 ans en cité universitaire, c'était pas super isolé et ça passait. Sauf que les années passent, on vieillit, et quand même là la vie m'avait montré quand même mes limites, et je les ai pas pris en compte à ce moment-là, quoi. Donc j'avais du mal à mettre des priorités en fait par rapport à mes besoins. Donc elle a fait ça parce qu'elle voulait le virer, ce qui payait plus ses loyers depuis 6 mois, quelque chose comme ça, la pauvre. Alors déjà qu'elle avait bien du mal à faire réparer sa porte par les assurances. Donc grâce à un ami, enfin grâce plus ou moins quoi, j'ai trouvé une colocation. Sauf que le lieu était insalubre. Et au bout d'un moment, cet ami-là, il a fallu que je l'aide en faisant appel à la mairie, en faisant recours à la mairie pour insalubrité, parce qu'il avait des champignons dans sa chambre. C'était, les fenêtres, les murs, c'était recouvert d'une couche de noir. Parce qu'en fait, c'était dans une cuvette, la maison, et c'était construit dans les sous-sols de la maison. Et à la base, avant, c'était une association, et ils en ont fait des logements. Sauf que c'est pas très légal tout ça, c'est un ancien commerçant, alors il a dû faire... Voilà, en plus il y avait dans la rue, il y avait le préfet. Et donc... ça donne des indices tout ça. Et donc... voilà, j'ai fait ça. La mairie est venue, alors que les autres fois ils étaient pas forcément venus, mais là peut-être qu'au bout de 3 fois où ils se sont dit on va quand même bouger nos fesses. Et là ils ont constaté les dégâts. Sauf que moi à la base je pensais qu'ils allaient faire des choses par rapport à ma chambre, mais pas par rapport à toute la colocation. Et en fait ils voulaient tout changer. Ils voulaient en attendant mettre les colocataires dans des appartements à part et tout changer quoi. Parce que c'est vrai que je trouvais que c'était mal isolé. Moi j'ai vécu l'horreur quoi. J'ai fini en burn-out, problème d'hyperacousie parce que c'était pas du tout isolé. Et que à un moment donné, en plus j'étais avec des personnes qui faisaient pas concrètement pas du tout attention aux autres, aucun respect aux différents rythmes. Ils pensaient que tout le monde avait leur rythme étudiant et ils faisaient des fêtes tous les week-ends. Et il faut savoir que moi je dormais à côté de la cuisine et à 8h du matin je pouvais être réveillée parce qu'ils boxaient sur le canapé à côté, ça faisait vibrer les murs. Et dans la nuit ils pouvaient jouer à des jeux devant ma porte et c'était ping-pong, alcool ping-pong, je sais plus trop, bon, bref. Donc moi, à 30 ans en plus, c'est plus le délire, enfin, il y avait vraiment un écart entre les âges. Et c'est dommage, c'est qu'en fait, on choisissait pas. C'est le propriétaire qui choisissait les gens, donc c'était compliqué de créer une harmonie entre les personnes. Donc, à un moment donné,
à force d'exprimer les choses, de pas être entendu, d'en parler au propriétaire, d'en parler même aux flics, eh ben, ça a rien fait, et au bout d'un moment, il a fallu que j'utilise le langage de la survie et leur langage pour avoir ce que je voulais. Donc, j'en parle parce que vous allez comprendre. Ça va être important de comprendre ça pour la suite. Ce qui a d'ailleurs généré une réaction chez une colocataire de peur. Voilà. Et pourquoi pas, hein. C'est normal, hein. Mais moi j'ai agi par rapport à mes besoins, à ma survie. Et on n'est pas dans une société où on est capable de comprendre que des gens n'ont pas forcément les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes critères de vie, et que c'est pas parce que c'est une minorité qu'il faut pas l'écouter, parce qu'à un moment donné, la personne elle dépasse ses limites et elle en peut plus et elle est obligée d'agir, en fait. Enfin, je crois qu'ils n'ont pas pris en compte le fait que c'était difficile de trouver un autre appartement à cette période-là, qu'on n'avait tous pas un statut social évident, et que moi je les supportais, en fait, et au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc voilà. Et au moment où il s'est passé l'histoire avec la mairie, il faut savoir que ça se passait très mal avec le coloc déjà, parce que vraiment j'étais en période de burn-out et j'étais dans mes limites. Je commençais à développer de l'insomnie, des acouphènes, enfin vraiment j'en avais ras-le-bol de leur comportement, ça m'empêchait de dormir, j'en pouvais plus. Et même le propriétaire, hein, des fois il faisait venir les flics parce qu'il faisait du bruit en bas, hein, donc, et les voisins se plaignaient, enfin vous imaginez. Et donc, vaut mieux en rigoler. Et après ça se permettait de me critiquer, hein, forcément. On est vraiment dans un monde où les valeurs sont inversées quand même. Donc, c'est celui qui se met en colère qui a tort, hein, forcément, hein, sinon c'est pas drôle. Donc, voilà. Moi, j'ai dû changer de logement à la va-vite parce que ça se passait très mal. Ils étaient odieux avec moi, j'en avais ras-le-bol. Forcément, les propriétaires, ça se passait pas bien, hein, évidemment. J'avais porté plainte contre lui. Et puis, en plus de ça, j'avais fait venir la mairie. Alors, je lui ai fait perdre plein de sous. Donc là, forcément, ça se passait pas bien. Surtout qu'au début, il m'aimait bien en plus. Parce que c'est un vieux beau et puis il est un peu pervers, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Et donc... heureusement que j'ai rencontré mon conjoint à ce moment-là, parce que franchement, il fallait tenir le coup. Hein. Et donc, je change d'appartement, c'était encore pire. Il était moins insalubre, mais par contre, au niveau sonore, c'était une horreur, parce que les normes, on s'en fiche. Hein. Et comme on passe pas par des agences, du coup, c'est vrai que... parce que quand on aurait ça, passer par une agence, faut oublier. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, du coup, l'horreur, quoi. J'entendais tous mes voisins de tous les côtés, mon cerveau, il pétait des plombs. Hein. Comme je ne m'étais encore pas remis de cette histoire-là, j'avais... En fait, c'est comme si on n'avait jamais de pause. Et donc, au bout d'un moment, le cerveau, il pète des plombs, quoi. Donc, c'est dans cet état-là que je suis arrivée dans mon ancien logement. Dans ce contexte-là, donc de fatigue, d'insomnie, d'acouphènes, vraiment de saturation au niveau du bruit. Alors j'avais fait 6 mois de pause dans le travail, et avec les confinements, j'avais pu me reposer du travail, mais bon, la nuit je dormais mal. Hein. En fait, il faut savoir que même avec les boules caisses, j'entendais les voitures passer dans la rue. C'était la rue Saint-Jacques, c'était super sympathique. Avec les bonnes énergies de l'hôpital, tout ça, enfin bon. Et à un moment donné, j'en pouvais plus, j'étais chez mon ami, et puis il fait des recherches pour moi à ma place, parce que j'étais tellement dans un état que j'arrivais même plus à chercher pour moi, puis ça me stressait de pas trouver un appartement. J'avais tellement eu l'habitude avant que ce soit pas évident, mais au bout de 3 semaines, ça allait, que là, au bout de 3 mois, rien du tout, quoi. Ou alors des endroits insalubres, enfin bon. Donc, puis j'avais l'habitude d'un rapport qualité-prix différent, quoi. Alors que là, c'était vraiment précaire, mais moi j'hallucinais. Hein. Donc, alors vous allez me dire pourquoi pas vivre ensemble. 2 hypersensibles
2 autistes vivant ensemble dans peu de mètres carrés, essayez-le, vous allez voir. Essayez-le. Vous qui avez vécu le confinement avec vos enfants ou pas, avec votre conjoint ou pas, voyez ce que ça donne. Non, c'est pas possible. Hein. Concrètement, s'il n'y a pas une pièce où on peut chacun de notre côté, c'est invivable. Donc, enfin, en tout cas sur le long terme. Hein. Donc, on a cherché autre chose. Et je vois une annonce. Bon, ça fait réfléchir. Je vois, on propose un logement, voilà, à côté d'une maison. Donc c'est un garage réaménagé en logement. Bon, pourquoi pas. Hein. Et en plus, les photos sont sympathiques, tout ça. Et en échange d'un loyer à moindre coût, vous pouvez garder nos enfants. Donc, ça aurait dû m'alerter à ce moment-là, mais disons que comme moi, dans ma tête, je voulais vraiment trouver un logement assez rapidement, parce que j'en pouvais plus de cette situation, je me sentais SDF en fait, un peu. Hein. Puis du coup, ça me permettait d'arrêter de travailler en agence. Je me suis bêtement dit que ce serait plus simple. Et alors, bon, sachant que quand même, j'étais consciente que d'avoir que le propriétaire et l'employeur, entre guillemets, soient la même personne, c'était peut-être pas forcément plus intelligent. Mais je me suis dit, bon, si ça se passe bien, tant mieux, quoi. Puis après, on verra. Et puis je me suis dit, de toute façon, vu comment c'était fait, il n'y avait pas de statut logement contre service. C'est-à-dire que si on ne travaille plus, on part du logement. Mon bail était légal et du coup, je pouvais rester, quoi. Donc je me suis dit, ok, j'y vais, je les rencontre, ça se passe bien. Le courant passe très bien avec les enfants. Bon. Au début, je me rends compte quand même que au niveau de la sonorité, c'est compliqué. Parce qu'on entend les voitures du parking. C'est pas top. Bon, je m'y habitue quand même. Et puis on entend quand même... au bout d'un moment, je me rends compte qu'on entend quand même le matin les enfants dans la salle de bain, quoi. Parce qu'en fait, c'est insonorisé comme si c'était une pièce de leur maison. Pas du tout comme si c'était un appartement à part. C'est pas aux normes, quoi. Donc, bon, c'est pas très agréable d'être réveillé le matin. Je pense que les autres, ça les dérangeait pas, les locataires d'avant, parce qu'ils avaient un rythme normal. Sauf que moi, c'est pas le cas. J'ai pas un rythme... si je travaillais chez moi, donc j'avais pas besoin de me lever aux aurores, quoi. Surtout que c'était à 7h, quoi. 7h, 7h30. Donc, bon. Et puis au niveau du travail, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile, parce qu'en agence, c'était très... Enfin voilà, j'arrivais à me lever tôt, à me décaler par rapport à mes horaires. Mais en fait, c'est que là, c'était assez dense. Comme c'était des intermittents du spectacle, en gros, je pouvais garder les enfants pendant 4 jours d'affilée, et en fait, pendant 4 jours, j'avais complètement un autre mode de vie, et puis, beaucoup plus d'énergie à dépenser en très peu de temps, quoi. Et puis, ça demande une certaine adaptation. En plus, au début, les enfants, comme il y a un changement, ils sont assez énervés et tout, puis au fil du temps, ils s'adaptent à mon énergie, et ils sont plus cool. Donc il y a ce petit moment aussi qui est pas évident. Et donc, à force de faire ça, voilà. Le fait que ce soit un petit peu mieux au niveau du bruit, ça aurait pu me reposer, mais en fait, ça se compensait par le fait que le travail, il me fatiguait d'autant plus. Et donc 1 an passe, bon, ça se passe bien, mais voilà, je sens que le poids des choses est là quand même. Et donc, en juin, je réfléchis. Je me dis, bon... le bail, il est là, il est bon. Je vois pas pourquoi je devrais partir. Il n'y a aucune logique à ça. Je vais leur dire que moi, je préfère, dans ma tête, séparer le logement bien leur rappeler que les deux sont séparés au niveau légal et que moi, je suis pas sûre de continuer, quoi. Donc, on a rendez-vous en juillet, je leur dis tout ça, et ils écoutent, ils entendent,
Mais bah, ils sont pas du tout d'accord. Et là, je me dis, il y a un souci. Je me dis, c'est bizarre. Parce que moi, je voyais pas du tout les choses comme ça, en fait. Hein. Et eux, ils me disent, bah, c'est un logement contre service. Je dis, bah non, au niveau du statut, c'est pas du tout comme ça. Le bail, il est légal. Et c'est pas du tout marqué dedans que je dois partir. Voilà, c'était dans notre contrat, c'était pas marqué non plus. On avait un contrat qui disait qu'on échangeait de l'argent contre le service, mais ça disait pas que je devais partir après le. Enfin, si j'arrêtais en fait. Donc j'ai pas compris. Moi j'étais là, je rends service, mais je me sentais pas indispensable. Et c'est vrai que dans les textos, je sentais un petit peu de pression. Alors bien sûr, ils m'ont laissé avoir le Covid, ils m'ont laissé. Mais je sentais que. Comment dire? Je vais ressortir les éléments par rapport à la perversion narcissique, ça va m'aider parce que. Par exemple, il y a un truc que j'avais retenu, c'était. Invoquer l'urgence pour avoir leur avantage. C'était souvent ça. C'est-à-dire que c'était toujours leur intérêt qui passait avant les miens. Enfin, souvent en tout cas. Et il y avait une certaine pression, une répétition dans les messages pour me dire ouais mais quand même. Et c'était comme si c'était un combat d'ego pour celui qui avait le plus besoin en fait. Donc bon. Et puis eux, ils vivaient ça comme si c'était une condition pour que je reste. Que moi, c'était pas le cas. Moi, je rendais service, mais j'étais pas obligée de. Enfin, c'était pas du tout comme une agence. Et sachant que quand on est dans une agence, si on est malade ou qu'on peut pas venir, on est remplacé par quelqu'un. Donc le problème se pose pas. Et s'ils étaient passés par une agence, alors c'est vrai, ils payent plus cher, mais bah ils ont des avantages surtout par rapport au métier qu'ils ont. Quelqu'un qui fait autant d'heures, il trouverait. Hein. Et bon, chacun voit les choses comme ils veulent par rapport aux avantages et inconvénients, mais bon, je suis pas sûre que l'argent soit toujours le gain le meilleur, mais bon. Et donc, bah, j'ai dit bon, bah, je vais réfléchir. Alors, ça m'a mis un peu la pression parce que bah, le problème est toujours le même, le RSA, la difficulté à trouver un logement bien. Je me suis dit ça va être compliqué de trouver mieux, hein. Donc bon, sachant que en parallèle il y avait une demande d'HLM qui durait depuis longtemps, qui avait dépassé les 3 ans, mais bah là du coup j'avais fait une demande, là voyant le problème, je me suis dit je vais faire une demande de loi DALO, enfin là il faut vraiment que je m'y mette quoi. Mais ben il n'y avait pas ce qu'il fallait pour comment dire, que je sois prioritaire, à part que j'avais attendu plus de 3 ans. Ah oui, on en est là, faut vraiment avoir des gros soucis pour être prioritaire. Donc moi, si je n'avais pas été reconnue autiste, c'était foutu. Hein. Donc, les vacances passent, et puis bah forcément, je me repose, c'est l'été, voilà, l'énergie revient, hein, c'est évident. Hein. Bon. Et puis, ayant un peu de pression quand même, je me suis dit, puis moi j'ai je suis très empathe, et j'ai tendance à avoir du mal à dire non aux gens. C'est un truc bête, j'ai du mal à imposer mes limites, j'ai du mal à me légitimiser, j'avais vraiment ça à travailler, et c'était facile de m'avoir sur ce coup-là. Hein. Donc, on les a revus début septembre, je leur ai dit, on va continuer comme ça, on va voir ce que ça donne, quoi. Mais ils ont quand même été prévenus une fois que je me posais la question. Hein. Bon. Et puis au bout d'un mois, grosse insomnie, je me réveillais le matin, j'entendais les enfants et tout. Je pense qu'inconsciemment, il y avait quelque chose qui me disait non, là, le burn-out, il va revenir, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas revivre ça, et puis au pire, on te donne ce qu'il te faut pour avoir un nouvel appartement, mais non, enfin là, c'est plus possible, quoi. Donc le corps lâche tout ça, et j'ai attendu un peu pour voir si les insomnies c'était passager ou pas, puis au bout d'un moment je vais voir le médecin, je dis c'est plus possible quoi. Et ils m'ont reproché d'avoir attendu, moi je leur ai dit si c'est passager, je peux pas savoir en fait si ça va durer ou pas, enfin je suis pas encore voyante quoi. Donc au bout d'un mois je leur dis les choses, je leur dis voilà, là moi je me vois pas continuer, c'est trop compliqué, il faut trouver une solution. On
Donc forcément, c'est évident, ils sont pas contents. Bon, ça peut se comprendre. Mais dans leur discours, c'était leurs besoins, ils sont plus importants que les miens. Ah bon. Je devais payer un loyer de 200 € de plus, ce qui est le loyer normal, hein, mais bon, là, déjà, c'était pas super bien sonorisé. Et puis, c'était déclaré à la CAF beaucoup moins. Donc, moi, j'étais d'accord pour augmenter le loyer parce que je travaillais plus, mais il fallait aussi compenser le fait que j'étais en arrêt de travail et que j'avais pas d'indemnisation, quoi. Donc, bon... Donc on n'a pas augmenté le loyer, parce que de toute façon, moi j'avais appelé à la CAF, ils me disaient qu'ils accepteraient pas, parce que normalement il y a un taux par année d'augmentation de loyer, et que un taux de plus de 100%, non, c'est pas possible, hein, concrètement. Donc voilà, du coup, on a augmenté, on a payé le loyer normal, j'ai payé le loyer normal. Voilà, pour rester au niveau légal, quoi. Et puis, moi, j'avais mes avantages, ils avaient les leurs. Enfin, logiquement, hein. Sauf qu'ils acceptaient pas du tout la situation. Ils avaient l'impression que j'avais joué avec eux. En fait, ils étaient pas capables de comprendre que je ne pouvais pas anticiper ce qui m'arrivait. C'était très difficile à anticiper. Alors peut-être aussi parce que dans mon vécu, j'ai eu des difficultés à écouter mon corps, à écouter ma santé et mes besoins. Mais au final, j'ai écouté plus les leurs et ils ont pas compris ça, en fait, que j'avais mes limites, je pouvais pas faire autrement. Et de se sentir autant indispensable, c'est vraiment bizarre, quoi. Et sachant qu'ils avaient... Enfin, il y a les grands-parents, tout ça, alors certes, ils partent en vacances et tout, ils partiront pas en vacances cette année, et qu'est-ce que ça fait, franchement? Qu'est-ce que ça fait? Enfin bon... Et donc... Surtout qu'ils ont une maison assez grande, enfin, pour les recevoir et tout, enfin, je veux dire... C'est pas la fin du monde, quoi. Alors, bien sûr, c'est dérangeant, ça change les habitudes, voilà, ça demande un autre mode de vie... ça leur fait perdre de l'argent, c'est surtout ça qu'ils voyaient, eux, hein, la perte d'argent, hein, il n'y avait que ça dans leur tête, hein, je pense. Hein. Donc, mais comme moi j'y pouvais rien, hein, donc, mais bon, forcément il fallait un méchant. Hein. Donc, en plus moi je me suis énervée parce qu'ils m'ont envoyé une lettre de menace avec du chantage parce qu'ils voulaient me faire partir du logement. Alors ça c'est de la manipulation, le chantage il y est. Hein. Donc là, il y a déjà invoqué l'urgence, il y a le chantage, l'égocentrisme, il y est. Hein. Donc voilà. Culpabilisation par rapport à l'affect ou les devoirs par rapport au retour, oui, ça, ils l'ont fait. Hein. Culpabiliser par rapport à l'affect et les devoirs. Hein. Bah oui, j'étais la méchante qui arrêtait tout, et puis qui avait menti, qui avait pas dit qu'elle était malade. Je leur ai pas dit pour la RQTH, mais ça servait à rien puisque c'était pas légal. Donc, moi, je reconnaissais que j'avais fait quelque chose de pas légal, et j'étais même prête à déclarer à la CAF ce que j'avais pas déclaré. J'étais prête à le payer parce que moi, je voulais régulariser la situation. Je voulais pas avoir de problème avec la CAF puisque la situation demandait à ce que ce soit légal au niveau du logement. J'étais prête à le faire, et eux, pas du tout. Et moi, dans ma tête, c'était la santé qui passait avant l'argent. Pour moi, c'est évident, mais pour eux, non. Mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas de problème de santé, ils n'ont pas cette empathie-là, en fait. Et ça m'a vraiment étonnée, quoi. Parce que je suis plus pauvre qu'eux, et pour moi, la priorité, c'était pas mon argent, enfin... Parce que j'en ai perdu, alors que finalement, j'aurais pas dû. Et d'ailleurs, j'ai récolté après, heureusement. Donc, vu l'ambiance, je leur ai dit, dans ces cas-là, parce qu'ils voulaient absolument me faire payer le loyer hyper cher et tout, hein, je leur ai dit, on va voir un conciliateur dans ces cas-là, hein, parce que là, c'est pas possible. Puis moi, je commençais à m'énerver, j'en pouvais plus. Puis alors, elle était sympa, plus ou moins empathique, plus ou moins à la recherche d'une solution. Mais lui, alors là... en fait, il comprenait pas ma colère, il prenait ça pour lui, alors qu'en fait, c'est que je saturais, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'avais des problèmes de santé, et eux, ils pensaient à leur gueule, tout simplement, quoi. Et c'était de ma faute, ils remettaient tout sur mon dos, c'est comme si tout reposait sur mes épaules, en fait. Waouh.
Donc c'est un peu le sentiment qu'on a quand on est face à des personnes pervers narcissiques, c'est qu'en fait on a l'impression que tout repose sur nous, quoi. Responsables de rien. Mais vraiment rien. Tu vois, c'est... Si ils ont pas été en agence, c'est ma faute, hein. Si j'ai des problèmes de santé, c'est de ma faute. Voilà. Donc, bon, ok. Puis c'est pas comme si moi je me remettais pas en cause. Et ils le savent, que je suis quelqu'un qui me remet en cause. Je l'ai beaucoup fait. À chaque fois, j'ai été désolée quand j'étais malade ou quand je pouvais pas garder les enfants et tout. J'ai toujours expliqué mes problèmes de santé. Enfin, c'est pas comme si je leur avais caché les choses, quoi. C'est vraiment pas le cas. Et c'est pour ça, je pense qu'ils comprenaient pas peut-être à quel point ça pouvait basculer, mais ça arrive. Il y a les gens qui ont des accidents du travail, il y en a. Les gens qui font des burn-out, il y en a. Voilà quoi, je sais pas, mais bon. Je sais pas dans quel monde ils vivent, mais. Donc voilà. Du coup, ils ont pas accepté le conciliateur. Puis alors, le conciliateur n'a vraiment rien fait, même aucun effort pour essayer de les retenir. Donc du coup, parce que j'imagine, en vrai, vous allez comprendre après, mais je pense qu'ils ont tout fait pour me faire passer pour une tarée. Bon, puisque c'est exactement ce qu'ils ont fait après au tribunal. Donc du coup, moi, je vais voir un avocat. Alors au début, c'est plus pour m'informer de mes droits. Et puis je suis allée voir quelqu'un par rapport au droit du travail, parce que j'ai vu une avocate de droit du logement, et en fait la procédure mettait 8 mois pour faire valoir la mauvaise insonorisation. Et avant c'était gratuit si on passait par la mairie, sauf qu'ils le font plus, de scanner les murs, tout ça machin. Et donc il fallait avancer 1 700 €. Et parier sur le fait que ils étaient en tort et après ils nous rembourseraient. Pas franchement envie de le faire. Donc c'est peut-être l'erreur que j'ai. Bon, c'est pas très grave. Et donc après je suis allée voir un avocat du travail et lui il m'a dit ok, là vous êtes dans votre droit. Ce contrat, d'accord, vous n'étiez pas obligé de le signer, mais effectivement c'est pas du tout un contrat service logement contre service, et puis ils ont pas à vous menacer comme ça, et surtout pas à monter le loyer, et voilà quoi. C'est la situation, elle est pas censée dégénérer comme ça. Donc et puis à partir du moment où j'ai dit non, que j'ai dit que je voulais pas monter le loyer, et que forcément il y a eu des discussions houleuses, bien évidemment. Le propriétaire il a commencé à montrer son vrai visage. Il savait que j'avais des problèmes autour du bruit, parce que, comme je vous dis, je leur ai rien caché au niveau de ma santé. Par manque d'empathie, parce qu'il voulait se venger, il a fait exprès de faire plus de bruit. Donc, en prouvant, par ailleurs, que c'était hyper mal insonorisé, il s'est amusé à influencer ses enfants à faire plus de bruit dans la salle de bain. Et j'ai des enregistrements, je les ai fait écouter à mon avocat, il a halluciné. Et il y a même un moment, alors là c'était cocasse, c'est que il y avait des personnes, parce que souvent je fais venir des personnes d'OVS, donc ça s'appelle On va sortir, et je leur propose des après-midi où on échange entre nous, on explore des choses sous différents aspects, des jeux, du chamanisme, du chant, tout ça. Et comme persuadés que je travaille et que je fais payer les gens, ils m'embêtent, parce que ce qui les embête, c'est que eux, ils pensent que je continue à travailler et que j'arrête de travailler pour eux, ce qui est complètement pas... si tu as des problèmes de santé, tu travailles plus. Et ils supportaient pas, en fait, parce que j'avais le malheur d'avoir deux cours de chant pour m'assurer un minimum d'argent en plus du RSA. J'avais pas le droit à la survie. Donc, non, ils voulaient pas, et donc ils m'ont embêté avec ça. Donc, mettez ça bien de côté, parce que ça va servir pour la suite. Et donc, ils étaient persuadés que ces gens-là, je faisais payer et tout. Et donc, pendant que je parlais avec les gens et tout, ils s'amusaient à mettre des petites musiques dans la salle de bain pour nous embêter. Alors, vous imaginez le niveau, Voilà, où on en est.
Et comme on peut rien prouver, parce qu'en France, les enregistrements audio, ça ne vaut rien, hein, malheureusement. Bon, après, c'est peut-être plutôt pas mal, parce que ça protège quand même l'intimité. Mais du coup, lui, il le savait, enfin voilà, il a tout fait pour que... Et puis, il fait toujours ça quand sa femme n'est pas là. Et il influence les enfants qui n'ont pas cette distance. Alors ça, c'est déjà par rapport pour les enfants. Je me dis, mais les pauvres, ils vivent dans un milieu malsain. Quelle éducation ça leur donne. Bref. Donc voilà, vous voyez un peu comment ça commence. Et puis du coup, moi je me défends. Au bout d'un moment, comme il fait exprès du bruit, je peux plus dormir chez moi. Et puis vu l'ambiance et tout, c'est horrible quand on est sensible aux énergies, de savoir qu'on est à côté de gens qui peuvent pas nous piffrer et qui font tout pour nous faire du mal. C'est impensable. Donc je vais vivre chez mon copain malgré le fait que je sais que ça ne répond pas à mes besoins. Et pendant 1 an, je vis l'enfer. Sauf que si il pense que ça m'a pourri la vie, ça m'a permis d'apprendre à connaître mes limites, de trouver des nouvelles ressources et d'accueillir mon autisme. Donc je le remercie. C'est la meilleure chose qu'il ait pu m'apporter dans ma vie. Je dis ça parce que c'est les choses qu'ils détestent le plus, c'est que ça nous rende heureux et qu'on prenne de la hauteur. Parce qu'ils sont pas capables de ça. Et ils sont persuadés que c'est en nous mettant plus bas que terre, plus bas qu'eux, qu'ils vont aller mieux. Donc moi, j'ai aucune envie de lui donner ce qu'il a envie, donc voilà. Et en plus, c'est vrai. Donc voilà. J'ai jamais été autant heureuse depuis que j'ai vécu ça, donc... Mais c'est pas grâce à lui, c'est grâce à moi, j'ai réussi à transformer ça, en fait. Voilà. Donc... Alors, faut savoir que on a été au Prud'homme. Alors, ce qui est drôle, c'était que leur voisin, il s'appelait Monsieur et Madame Prud'homme. Moi, ça m'a fait rire. Quand je me suis rendu compte de ça, je t'ai dit, c'était noté à l'avance. Ah là là. Et donc, voilà, on fait différentes procédures et tout. Et ils ont fait que d'utiliser une défense complètement pervers narcissique. Alors, d'ailleurs, les avocats, hein, ça fait partie des métiers où il y a plus de pervers narcissiques. Le mien, c'était pas le cas, mais... Alors, il y a un truc, c'est... alors, faire passer les messages concrètement. Moi, j'ai eu le droit à la lettre de menace, donc ça, c'est vraiment typique. Ensuite, ils ont utilisé le témoignage de mon ancien propriétaire avec qui c'était mal passé, parce qu'en fait, comme il y avait un acte d'insalubrité qui était sur internet, il a réussi à dégoter ça. Il allait voir mon ancien propriétaire, alors il l'a pas fait témoigner lui, parce qu'il y avait une plainte contre lui, mais il a fait témoigner sa femme. Et il a fait témoigner, c'est pour ça que je vous en ai parlé avant, la fameuse colocataire qui avait peur de moi. Vous imaginez bien. Alors, il a bien remis le passé, parce qu'il pensait peut-être que moi, je culpabilisais vis-à-vis de ça, alors quoi, pas du tout. D'ailleurs, c'est un discours que j'avais tenu à ma colocataire, moi je ne culpabilisais pas du tout de ça, parce que pour moi, c'était un geste de survie, face à des gens qui répondaient pas à mes besoins, et j'estimais que s'il fallait recommencer, je le ferais. Alors ça, la plupart des gens, ils comprennent pas ce genre de choses. Donc ils ont utilisé ça contre moi. Ils ont fait passer l'hypersensibilité pour quelque chose de fantasque, enfin voilà, un truc complètement typique de neurotypique, pour pas faire de répétition. Donc ça montre bien le peu d'empathie qu'ils pouvaient éprouver. Hein. Ils montraient aussi qu'ils se victimisaient énormément, parce que dans leur discours, c'était tout contre eux. C'était les pauvres victimes, leur appartement il était parfait, ils comprenaient pas pourquoi je réagissais comme ça du jour au lendemain, ils ont rien fait, et voilà quoi. Et il y a une autre chose, changer de sujet de conversation, excusez-moi. Alors, c'est pas exactement ça, mais au lieu d'être, en fait, parce que nous, moi et mon avocat, on les visait. Et au lieu de répondre à ce qu'on disait, ça glissait, comme avec les manipulateurs, et ils renvoyaient
il renvoyait des bêtises, des mensonges. C'est exactement ça. Tu pointes du doigt, il pointe du doigt ailleurs. Voilà, c'est... Bref, et ça marche, hein. Ça marche. Il faut croire que faut dire que les juges, ils sont rentrés dans... Parce que leur avocat, il jouait vachement sur l'affect. C'est exactement ce qui marche dans les médias. Ça a marché avec le juge. Hein. Le juge, lui, il était à fond. Hein. Donc, alors ça n'a pas marché tout le temps, mais ça marchait sur au moins une des instances, quoi. Voilà. L'exploitation des sentiments pour avoir leurs besoins, c'est ce qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils m'ont fait tenir pendant un moment, parce qu'en fait, ils me faisaient culpabiliser. Toc. Mensonges pour cacher la vérité. Alors, du coup, ils ont raconté que des mensonges, que je leur avais caché plein de choses, que je travaillais et que je continuais même en étant malade. Mais n'importe quoi, quand on a des insomnies, on continue pas de travailler. Donc, parce qu'ils faisaient croire que OVS c'était un travail, ils faisaient croire que j'avais je sais pas combien d'élèves, ils sont allés fouiller sur mon internet, et ils faisaient croire que le nombre d'abonnés c'était le nombre de gens pour qui j'étais payée. Non mais n'importe quoi. Et les autres, ils ont tout gobé. C'est pour voir le niveau des mecs, quand même. Moi, je rigolais, quoi. Moi, j'étais là, mais limite, moi, j'avais trouvé un site où lui, il vendait ses CD, là, avec en plus, c'était son adresse et tout. Normalement, ça disait qu'il travaillait chez lui, tu vois. Et moi, j'étais là, limite, mais je vais faire pareil. Je me suis dit, non, je vais pas descendre à son niveau, je m'en fous, c'est de la connerie. Et moi, je me suis défendue avec des faits, eux, ils se sont défendus avec que des conneries. Et ça a marché. J'étais là, waouh, dans quel monde on vit, quoi. Je peux pas vous donner les détails, donc voilà, je vais pas... C'est que ma parole que vous entendez, hein, c'est sûr. Hein. Eux, ils ont rien pour se défendre, là, mais c'est pour vous montrer la perversion narcissique. Donc on s'en fiche si j'ai raison ou pas, et puis si vous avez pas tous les tenants aboutissants, parce que là, moi, je peux pas donner des faits, enfin, des choses qui sont dans un procès, voilà, des détails comme ça... c'est privé, quoi. Donc moi je peux donner que mon avis. Donc voilà. Refuse la critique et nie les évidences, bah oui, comment ils se sont victimisés, c'est exactement ça. Le chantage, c'est ça aussi, puisqu'il me menaçait de partir, et créer un conflit pour manipuler. Les enfants, à l'extérieur de chez moi, ils s'amusaient à jouer au basket. Et il y avait, sur le côté, il y avait un terrain avec un parking, et ils pouvaient jouer là. Au lieu de jouer au foot, déjà ils jouent au basket. Bon, pourquoi pas, mais ça fait du bruit avec le ballon. Et moi, je travaillais chez moi, et forcément, ça tombait les heures en plus où je travaillais plus, et ils s'amusaient à faire dribbler le ballon sur le mur. Alors moi, plusieurs fois, je leur ai dit, j'en ai marre, ça fait beaucoup trop de bruit, c'est devant chez moi en plus, vous pouvez pas faire ça ailleurs. Et au bout d'un moment, ça a créé des fixations chez moi, enfin c'était vraiment... ça générait des angoisses. Et je passais pour la méchante du quartier, j'étais quand même défendue par un des voisins, mais les autres, ça leur plaisait pas. Donc à un moment donné, moi j'ai même fait venir... Enfin j'ai appelé la police, tout ça, je les ai prévenus, parce que j'en avais trop marre, j'en pouvais plus, quoi. Et donc... eux, ils en ont joué, donc à un moment donné, j'avais demandé à la propriétaire de m'aider, elle avait parlé à quelqu'un, soi-disant, hein, je suis pas allée vérifier, à quelqu'un qui connaissait les enfants, de faire attention. Et, enfin, en tout cas, de jouer plus loin, pas forcément d'arrêter de jouer, mais de pas jouer devant chez moi, quoi. Et ce qui est normal, enfin, moi je comprends même pas qu'on passe pour un... Enfin, à partir du moment où, de toute façon, on met des limites, c'est pas bien, en fait. Hein, on est méchant, on n'a pas le droit de répondre à nos besoins, on doit s'oublier. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Et donc... le propriétaire, il savait ça. Il a fait venir son gamin. Alors, encore une fois, je trouve ça hyper malsain par rapport au gosse. En plus, je voyais que le gosse, il voulait pas faire ça. Parce qu'il savait, il m'aimait bien. Et il savait que moi, ça allait pas me faire du bien. Donc son père, il l'a fait jouer au basket devant chez moi, et il s'amusait à faire ricocher le ballon sur le mur. Ce que les enfants faisaient jamais. Par ailleurs, ils allaient pas jusque-là. Donc je suis sortie. C'était pas encore une période où j'étais tout le temps chez mon conjoint. Mais là, à partir de là, je suis plus du tout retournée chez moi.
Donc il a utilisé mes faiblesses, il savait que ça allait m'énerver parce que j'étais dans une période difficile, et il a fait en sorte qu'il y ait des gens qui soient témoins. Il a fait témoigner sa femme et sa belle-mère, pour me faire passer pour la mégère du coin. Voilà où il en était ce mec. Moi j'appelle ça de la perversion narcissique, de la manipulation. Et il a utilisé ça pour le procès. Voilà, alors il a dépensé beaucoup d'énergie, hein, et ça devait l'embêter, hein, parce que moi j'ai pas dépensé autant d'énergie pour me défendre, hein, je vous le dis. Hein. Et puis, j'ai pas... Enfin, je veux dire... Enfin, ouais, il devait vraiment être mal, hein, pour avoir besoin de faire tout ça. Donc, puis je vais vous dire aussi pourquoi, hein, parce qu'il y a autre chose en parallèle. Donc voilà. Du coup, hein, de leur part, aucune responsabilisation par rapport à leurs actes, aucune responsabilisation par rapport au fait qu'ils m'ont pas payé assez, que je trouvais que c'était assez équilibré au niveau de l'accord qu'on avait fait et des avantages et désavantages de chacun. Enfin voilà, moi j'avais fait par rapport au fait, à ce qui était légal et pas légal, et eux ils supportaient pas ça en fait. Moi j'étais là, mais ouais, mais pourquoi vous faites pas un statut légal si vous voulez pas être embêté? Je comprends pas en fait. Le bail était légal, donc il fallait bien s'attendre à ce que je ne parte pas. Enfin, c'est un truc que je comprends pas. Donc peut-être qu'ils étaient mal renseignés, hein, c'est sûr, hein, mais bon, ils sont tombés sur quelqu'un qui était bien renseigné, et tant pis pour eux, quoi, je veux dire. Et donc, au début, j'ai eu gain de cause, ensuite c'est eux qui ont eu gain de cause, j'étais prêt à faire appel, et puis finalement, moi j'avais envie de continuer l'appel parce que je me suis dit, moi la première année j'ai même pas pris le temps de me défendre, moi je vivais chez mon conjoint, c'était très difficile pour moi, j'ai préféré m'occuper de ma santé, j'ai tout fait pour faire valoir mon burn-out, je suis allée voir plusieurs personnes pour m'aider dans ma santé, dans mes démarches par rapport au logement. Donc moi je pensais même pas à eux, hein, je m'en fichais totalement. Donc du coup les seules fois où je pense à eux, c'est quand on avait rendez-vous pour les voir, quoi. Donc du coup voilà, je pense que c'était pas plus mal. Puisque à la fin j'ai eu un logement, j'ai pu déménager, et puis les choses se sont tassées comme ça. Et ils ont quand même réussi à faire que pendant 2-3 mois j'étais dans l'illégalité, enfin plus ou moins, parce qu'ils voulaient tellement me virer, ils étaient tellement véreux, tellement, comment dire, dans la haine, hein, finalement, que, parce qu'ils n'ont pas du tout interprété mes réactions de colère comme il fallait. Ils voyaient ça comme une histoire de prédateur et proie, quoi. Mais on est vraiment dans quelque chose de pervers. Hein. Et donc, en gros, je sais plus ce que je voulais dire. Il y a tellement de choses à dire, moi je suis perdue. Ah oui, ils n'ont pas voulu renouveler le bail, et ils ont fait croire que pour pouvoir accueillir la maman de la propriétaire, pour garder les enfants, parce que du coup il faut bien trouver une solution de remplacement, il fallait que je parte du logement. Parce que c'est une des causes qui fait que même si je paye mon loyer, je dois partir. Hein. C'est qu'il y a une personne de la famille qui vient, ou alors qu'ils font des travaux. Forcément, s'ils payent l'avocat, ils vont pas payer les travaux. Donc, parce que du coup, eux, ils payent beaucoup plus cher à l'avocat. Hein. Donc, du coup, moi, heureusement protégée par le statut RSA, c'est bien, c'est pas bien. Hein, c'est vrai que on peut attendre au moins 1 an avant d'être évacué. Hein, c'est ce qui arrivait à mes parents qui avaient un appartement à Nord-sur-Erdre. La personne, ils ont attendu 1 an qu'ils partent. Parce que légalement, on peut pas, déjà, pendant l'hiver, on peut pas, avec la trêve hivernale. Et puis ensuite, il y a des procédures, hein, c'est le tribunal qui prend des décisions, tout ça. Et comme en plus, à la mairie,
la loi Dalo, il y a des délais de 6 mois et il y a des retards de je sais pas combien au niveau des HLM parce que ils proposent moins de logements que de personnes qui sont en demande. Bah du coup, il y a énormément d'attentes et bah vous voyez, moi j'ai attendu 5 ans. Donc bah il y a plein de personnes dans la précarité et tout, donc bah, les gens ils les font pas sortir de leur logement même s'ils sont plus dans la légalité, qu'ils payent pas parce qu'ils peuvent pas. Donc c'est les propriétaires, bah, ça crée encore plus de fossé entre les propriétaires et les locataires, hein. C'est une horreur, hein. Diviser pour mieux régner, hein, comme on dit. Donc, moi, j'avais pas trop peur, hein. De toute façon, je savais que voilà, j'étais en procédure avec la mairie pour chercher un logement. J'étais en train de créer mon statut social en faisant valoir à la hache mon burn-out. J'étais en train de diagnostiquer l'autisme, tout ça. Donc voilà, c'était en train de se faire. Et donc, même si c'était difficile à vivre sur le moment présent, je savais que dans le moyen terme, ça allait s'améliorer. Même si c'était vraiment très difficile avec mon conjoint, c'était vraiment très difficile, mais ça nous a appris à vraiment. Bah, on a travaillé en accéléré sur nos défauts, hein. Vraiment, là, ça nous a remis dans nos retranchements. Par contre, le mental, il récupère vite, mais alors le corps, là, je récupère pendant un an, je fais pas grand chose pour récupérer. Je peux me permettre, hein. Donc, euh, donc voilà. Et le propriétaire, l'avocat, on va y arriver, je suis fatiguée là. C'est qu'il y a d'informations. Et comme j'ai le cerveau qui fait vite les liens, c'est difficile d'aller à l'essentiel en fait. Et de faire aller les choses d'un coup. Il faut s'adapter au langage. Moi, je peux vous donner un flash avec toutes les idées, toutes les choses qui se sont passées d'un coup, mais ça marche pas, hein. On n'est pas dans un monde où c'est possible, hein. Bon, allez. Euh, donc, du coup, l'avocat, lui, au bout d'un moment, voyant que ça traîne, parce que les procédures, c'est hyper long, il m'a dit est-ce que vous voulez pas plutôt lâcher prise. Et puis, parce que moi, je cherchais pas forcément à avoir raison, hein, je m'en foutais, hein. Moi, j'ai fait ça parce que il m'a embêté en faisant exprès du bruit, je voulais répondre. Parce que je me suis dit, bon, déjà au niveau du logement, je vais pas avoir gain de cause parce que j'ai pas envie d'avancer 1 700 euros, même si je les avais, hein. Et puis, je me suis dit, bon, il faut quand même que je marque le coup et que je leur fasse comprendre que ça se fait pas, ce genre de choses. Donc, bon, bah voilà. Et du coup, on a proposé qu'ils payent un peu, qu'ils me remboursent, hein, déjà. Et puis, parce que eux, ils payent cher et puis pas moi, quoi. Donc si on arrête, bah, c'est quand même aussi à leur avantage. Et puis que de toute façon, moi, je suis partie du logement, donc normalement, bah, j'ai répondu à ce qu'ils voulaient, puisque ils voulaient plus me voir, puisque j'étais plus intéressante, que je travaillais plus pour eux, pour moindre coût. Donc voilà, hein. Donc j'exagère un peu, mais bon, c'est ça, hein. Enfin, c'est pas pire que ce qu'eux, ils ont dit sur moi, hein. Donc, voilà. Euh, Vous pouvez sentir l'amour que j'ai envers eux, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on a fait, et puis voilà. Et cet argent-là, je vais le transformer en quelque chose de positif. Je vais partir au Pérou avec. Et pour en plus quelque chose qui n'est pas que pour moi, pour un groupe et pour un événement qui va aider pour la nouvelle terre. Donc, c'est pas de l'argent mal placé, donc je suis très contente de ça. Et j'ai vraiment eu du mal au début, je voulais faire l'appel, je voulais utiliser l'occasion que j'avais de me défendre bien, parce que légalement, franchement, j'avais plein d'arguments pour leur dire que bah, c'était n'importe quoi leur truc, qu'ils n'étaient pas du tout au niveau du statut de service contre logement, que c'était prouvable facilement, que au niveau de ma santé, c'était n'importe quoi de dire que je travaillais. Et enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que je pouvais me défendre de. Enfin voilà, j'avais le témoignage de mon conjoint, je pouvais faire témoigner plein de gens. Voilà, j'avais pas d'énergie à mettre dans des conneries bac à sable de débiles. Donc j'ai arrêté, et puis voilà quoi. Puis c'était rentré aussi dans la perversion narcissique qui proposait, c'était pas très intéressant, hein. Donc moi, tant que j'avais la santé, que j'avais l'appartement, et voilà, ça servait à rien de continuer quoi.
Puis je voyais que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à en tirer de leur part. C'était plutôt, en fait, vis-à-vis des juges, quoi, parce que je me disais, mais comment c'est possible qu'ils gobent un truc pareil, en fait. Enfin, waouh. On a eu cette discussion avec l'avocat et mon conjoint, on comprenait pas, en fait. On se disait, mais... alors l'avocat essayait de nous expliquer, mais... ouais, nous, trop naïfs, tu sais, les empâtes, nous, les faits, c'est ce qu'il y a de plus important. Et en fait, les gens, c'est vraiment l'affect. Et en fait, notre comportement, ça influence vachement. Et puis, ils jouent sur le fait que les neurotypiques, ils n'ont pas d'empathie vis-à-vis de ce qui est différent. Ils vont, et le jugement, en fait, par rapport aux apparences et tout. Enfin, c'est la neutralité, l'impartialité. Youhou, génial. Donc voilà. Bon, j'ai fait le tour. Hein. Il y avait quoi? Culpabilisation par rapport à l'affect et au devoir par rapport à autrui. Exploite les sentiments pour satisfaire les besoins. Flatterie, cadeau, service. Ça, c'est ce qu'ils ont fait au début avec moi. Bon, lui, je le sentais pas du tout. Hein. Faut le dire, je le sentais vraiment pas. Des fois, il était lunatique. Ça, bon, moi, je suis comme ça aussi, mais plusieurs fois, alors ça faut que je vous le raconte quand même parce que j'ai un doute à ce niveau-là. Plusieurs fois, moi je l'ai vu engueuler comme du poisson pourri les gosses. Et moi une fois, une ou deux fois, je suis arrivée, je voyais qu'il s'était passé un truc avec les gosses avant. Et j'avais même les petits qui me disaient papa tape. Alors papa tape, ça peut être une baffe comme ça peut être autre chose. Hein. Et la mère, devant moi, elle dit oh mais non, c'est rien du tout, machin. Sauf que c'est pas. Enfin, c'est arrivé plusieurs fois. Et quand je leur en ai parlé au moment où on était en conflit, justement, mais moi je m'énervais pas, je leur reprochais rien, je posais la question. Parce que c'était quelque chose qui me. Et ben c'est là qu'ils ont commencé à m'embêter. Donc je me suis dit, tiens, parce que j'aurais pu faire part de ça à la ZEU ou je sais pas quoi, mais comme je n'étais pas en agence, je pouvais pas faire ça. Donc et les pervers, ils peuvent faire ça, parce que moi j'en ai eu un dans ma famille, et il était comme ça, hein, il tapait. Et par devant, il faisait comme si de rien n'était. Hein. Donc, je me suis dit, dans le doute, c'est mon passé, ok, est-ce que c'est la réalité? Je sais pas. Donc, dans le doute, je fais rien, j'ai pas de preuves, rien. Bah, de toute façon, les pervers, c'est ce qu'ils font en sorte qu'on n'ait pas de preuves. Hein. Donc, je me suis dit, voilà. Mais comme par hasard, ils ont réagi quand même à ce moment-là. Moi, je dis ça, je dis rien. Et puis, à chaque fois que j'en ai reparlé, voilà, c'était à ces moments-là que lui, il réagissait. Donc, d'ailleurs, quand on a fait l'état des lieux, il est venu. Au début, il disait rien. C'est sa femme qui a tout fait. Et puis, au dernier moment, il est venu foutre la merde en parlant d'un truc. Mais il adore faire ça. Si ça, c'est pas la perversion. Alors elle, je sais pas si elle l'est ou pas, si elle est l'empâte qui est dans l'emprise ou ils sont un couple de pervers, j'en sais rien. Mais alors, ils sont à fond. Hein. Ils sont à fond dans leur connerie. Ah ouais, la vache. Hein. Ah lui, il a un niveau, parce que franchement, j'en ai connu, ils savent se tenir en public. Hein. Mais alors lui, pas du tout. Hein. Waouh. Ah lui, il a... hyper introverti, hyper taciturne, lunatique. Vraiment le gars sensible. Alors il fait de la musique et pour son ego, pour son image, et parce que je pense que ça le libère. Hein. Mais voilà quoi. Ah ben pour les enfants en plus, ma punaise. Enfin bon. Euh, En tout cas, il est fort hein, parce qu'il a réussi à avoir sa belle famille, tout ça. Donc, et puis il est allé vers des gens qui étaient comme lui. Hein. Mon ancien propriétaire, c'était pareil. Pour faire venir des jeunes dans un bâtiment insalubre et tout, bon, il faut en avoir rien à foutre des autres, hein, concrètement. Ils vivent sur le dos de la pauvreté. Hein. Voilà quoi. Donc il y a flatterie, cadeau, service, se victimise, sentiment, opinion, besoin flou. Bon ça, non, c'est pas le cas. Changement de sujet par rapport à une conversation, j'en ai parlé, fait passer des messages concrètement, mensonge pour cacher la vérité, refuse la critique et nie les évidences, chantage, crée un conflit pour manipuler, ment. Les actions et les dires sont différents, alors ça c'est complètement vrai, hein. Il y a plein de choses que j'ai pas pu prouver malheureusement. Et puis, ouais, que du mensonge quoi. Donc oui, bah, forcément ça implique ça. Invoque l'urgence pour avoir un avantage, bon bah ça oui. Renie les sentiments besoins des droits d'autrui, bah complètement.
Faire, chercher à faire à autrui des actes non désirés, bah c'est ça, hein, ils ont joué sur mes faiblesses et mes limites, et puis ils sont allés à fond, quoi. Donc voilà, voilà cette histoire. C'est bien, je me dis, je me suis fait avoir une fois, parce que bah moi je suis plutôt le genre de personne qui les détecte à la base. Jamais j'aurais pu vivre avec quelqu'un comme ça, parce que ils me détestent, ils peuvent pas me voir. Là, il avait du pouvoir sur moi, puisque finalement, j'étais dans une situation où je pouvais pas dire non à leurs propositions, parce qu'il n'y avait pas mieux. Et du coup, ils ont pu mettre la pression sur moi, ils ont pu jouer sur mes limites, sur mon côté en pâte, et bah voilà, du coup. Et puis, ils ont joué sur leur rôle de propriétaire et tout. Mais bon, bah, ce qui les a embêtés, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte que. Soit par non-connaissance ou ce qui se reposait trop sur leur laurier, bah, ils n'ont pas compris que c'était pas eux qui avaient le pouvoir, quoi. Hein. Il y a le droit et c'est normal de le faire respecter, quoi. Donc, ben, voilà, voilà. Une histoire sordide, mais bon, bah, j'éviterai de me faire avoir. Hein. Maintenant, je sais quelles sont mes priorités, et puis moi, ça m'a énormément appris, donc bon, bah, ça a coûté un an de ma vie, et voilà. Et puis bon, je vais pas me plaindre. J'ai quand même vécu avec mon conjoint. J'ai eu beaucoup de soutien de sa part. On a beaucoup galéré, mais ça a fait avancer notre couple. Donc on est content. Bon, lui, il est un peu traumatisé forcément, mais bah, j'espère qu'il va arriver à en faire quelque chose. Et en tout cas, c'est bien parti pour. Il est beaucoup mieux depuis. Ça a permis d'accélérer ma demande HLM, de faire ressortir mon autisme. Enfin voilà, si on arrive à rebondir, euh, après j'ai énormément dépensé d'énergie pour y arriver. Hein. Malgré mon burn-out, j'ai fait énormément de démarches pour tout ça, quoi. Donc voilà. Donc cette année, je me repose. Voilà, voilà. Bon, ça fait du bien d'en parler. C'était un peu long, je suis désolée, mais bah voilà. Et encore, il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais là, je fais que que le dessus de l'iceberg, parce que sinon, voilà, voilà. Bon, bah, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça servira à certaines personnes, hein, parce que bon, bah, il y en a de plus en plus. Hein, la société, elle est comme ça. Hein, je pense que ce que je raconte, bon, pour un hypersensible ou aux pattes, ça va au moins arriver une fois dans sa vie. Et j'espère pas, mais bon, comme ils sont attirés par nous. Donc voilà, ça peut vous éviter, vous apprendre à les reconnaître et puis vous éviter ce genre de situation. Pourquoi pas. Et si vous êtes en couple avec eux, bah bon courage et j'espère pour vous que vous arriverez à vous en sortir. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.